Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Filmora, un logiciel de montage vidéo qui vous permet de faire pas mal de petites choses sympathiques. Le logiciel propose une version d'essai gratuite à vie que vous pouvez télécharger à n'importe quel moment et faire directement vos montages vidéo avec avant de passer à la version payante si le logiciel vous plaît. Attention cependant parce que si jamais vous faites une vidéo avec la version d'essai de Wondershare Filmora, vous aurez le logo qui apparaîtra en filigrane sur le rendu final. Je vais donc profiter de cette petite balade pour vous montrer ce qu'on est capable de faire avec ce logiciel, ma foi, plutôt cool, Wondershare Filmora. Déjà, le logiciel est disponible pour Mac et pour PC, mais aussi pour mobile pour faire des montages directement sur votre smartphone ou tablette. Vous pouvez l'utiliser pour lancer votre chaîne YouTube ou faire des vlogs de vos vacances pour vous créer de précieux souvenirs. Mais Wondershare Filmora est aussi et surtout très facile d'utilisation, parfait pour les débutants, ou en tout cas pour celles et ceux qui auraient du mal ou qui ne veulent pas se prendre la tête avec des effets vidéo. Ah bon? Tu peux m'en dire plus? Bah écoute, c'est très simple, regarde ce qu'il est capable de faire en seulement quelques clics. Ah ouais, pas mal. Il y a beaucoup d'effets différents dans le film stock de Filmora qui permettent d'embellir les vidéos. Combiné avec les musiques libres de droit incluses dans le logiciel, vous avez tout ce qu'il vous faut pour créer des montages faciles et amusants. La version 12 de Wondershare Filmora propose un certain nombre de nouveautés qui peuvent vous être très utiles, comme par exemple des options de keyframing ou la création de masques pour de belles transitions. Mais le plus amusant, c'est quand même ça. Regardez. Grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, le détourage à la main n'est qu'une histoire du passé. Vous pouvez sélectionner l'objet ou la personne en un mouvement et la couper entièrement du décor pour la placer ailleurs, juste comme ça. Et bah maintenant que la promenade elle est finie, on va pouvoir parler de choses sérieuses. Utilisez le lien en description pour télécharger Wondershare Filmora et commencer à réaliser vos premières vidéos le plus simplement possible et en vous amusant. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Merci pour votre soutien et bon visionnage. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'un tournant majeur de l'histoire du jeu vidéo? Si vous avez plus de 20 ans, il y a techniquement de très grandes chances que ce soit le cas, et pas qu'une seule fois d'ailleurs. Faut dire que même si on l'oublie assez rapidement, dans le vaste paysage vidéoludique, ce genre de choses fait partie et rythme toutes nos vies de gamers. L'arrivée des bornes d'arcade, la transition jusqu'à nos salons, la 3D, l'explosion d'internet et des PC personnels, la suprématie des MMO, la domination de certains FPS ou même simplement les jeux mobiles. Tous ces arcs sont le reflet littéral du progrès technologique, de notre manière même de consommer ou tout simplement d'un effet de mode. Bah oui, ça peut parfois être aussi simple que ça. Une histoire pas si vieille d'innovation et d'autres petites avancées technologiques qui cependant, et contre toute attente, ne seront pas la chasse gardée des géants de l'industrie. Puisque si dans un premier temps, ils étaient tout juste aptes à devenir des consommateurs de jeux vidéo, ils en sont très vite devenus les architectes du futur du gaming. Par exemple, saviez-vous qu'à la base, Counter-Strike, oui, le Counter-Strike, l'increvable, n'avait ni été imaginé ni initialement financé par Valve, mais bien développé en Tsum Tsum en tant que mode pour Half-Life. Team Fortress, l'un des meilleurs jeux de sa génération qui réussit encore à faire des millions de vues et dont on ressent encore l'impact aujourd'hui, tant ses fans ont été marqués, bah c'est tout pareil, c'était Quake World Team Fortress, un mode Quake 1, mais fait par des passionnés et qui ressemblait surtout à ça. Ça surprend, Et pourtant, ce ne sont que deux des nombreux exemples de cette participation active et de ce potentiel sans limite dont a fait preuve la communauté, dans ce qu'on pourrait décrire comme l'art et la manière de prendre de court et de bouleverser toute une industrie, pourtant bien huilée et tout aussi friquée. Et si je vous parle de tout ça, c'est que dans cet exercice, un mode en particulier a bien réussi son coup. En fait, il l'a tellement bien réussi qu'il est devenu, déjà un jeu à part entière, puisque presque à lui seul l'épicentre d'un des effets dominos les plus lucratifs et improbables de l'histoire du jeu vidéo, et accessoirement le point de départ d'un des genres les plus répandus de ces dernières années. Bonjour, vous, c'est Ico, et aujourd'hui certains l'ont très certainement vu venir, mais on va s'attaquer à l'histoire d'un des plus grands modes du jeu vidéo. Un mode avec un grand M. Un mode qui, en plus de fédérer des millions de personnes, allait avoir un impact durable dans le paysage vidéoludique. Et je parle bien sûr de DayZ. Avant d'aller plus loin, c'est quoi un mode? Et ça vient d'où?
Non, parce que ça va quand même être le sujet principal de cette histoire, hein. Donc dans le doute, vaut mieux faire un petit récap, histoire de vraiment en saisir les tenants et les aboutissants, mais surtout de comprendre comment les mods se sont imposés comme des éléments incontournables. Le mod, ou le modding, c'est le terme générique pour décrire l'action de modifier un logiciel ou du matériel informatique hors du cadre prévu par ses concepteurs. C'est un terme très vaste, applicable au moindre changement dès lors qu'on altère un produit fini. Et comme forcément les jeux vidéo sont les jeux vidéo, ça s'appliquera à eux aussi, pour le meilleur comme pour le pire. Enfin, avant d'en arriver à de tels extrêmes, il a fallu attendre que les héros comme Andrew Johnson et Preston Nevins décident de s'y pencher. De jeunes passionnés qui poseront l'une, si ce n'est la première pierre du modding jeu vidéo en s'amusant à prendre un jeu et à remplacer tous les amateurs du bras levé dans un angle de 45 degrés par des schtroumpfs. Ouais, alors vous le savez déjà probablement, mais YouTube n'aime vraiment pas ce mot, alors on va le remplacer. Vous vous en doutez, je ne parle pas des schtroumpfs, bien qu'ils soient totalement détestables eux aussi. Ce jeu, c'est Castle Wolfenstein, et oui, le premier-né de la franchise Wolfenstein, sorti sur Apple II en 1981, a été le terrain de jeu du tout premier mode référencé de l'histoire du jeu vidéo, Castle Smurfenstein, ou en bon français, Château Schtroumpfenstein. Il y a aussi de l'audio custom, les skins, et certaines parties du texte ont été refaites pour coller à la menace bleue. Il y a même le vrai numéro du FBI sur l'écran d'accueil. What? Ne me demandez pas pourquoi j'ai pas trouvé la raison. Mais tout ce qui compte, c'est qu'en plus d'être l'ambassadeur parfait du modding, le fun et le chaos qu'il offre démontrent toutes les opportunités qui s'offrent à travers le modding, et ça va marquer les esprits. Déjà parce que les gens vont se dire qu'on peut faire des trucs de dingue, et surtout, ils vont le faire. Et si pendant longtemps ça restera un comportement assez marginal, puisqu'il fallait totalement se débrouiller sans vraiment d'outils dédiés, dans les années 90, là, ça va exploser. Et comme toutes les masterclass de cette décennie, ça partira d'id Software, puis de Valve, qui, pour faire simple, vont juste écouter les souhaits de leur communauté et offrir tous les outils pour construire autour de leur jeu. Les éditeurs de maps, les ressources packs, les sprites, les musiques, tout est condensé et laissé en libre service pour qui voudrait s'y essayer. C'est une révolution, hein. Jamais la communauté, les joueurs lambda, n'avaient eu accès à de tels trucs. Ce qui pour le coup va avoir plusieurs effets positifs. Pour commencer, on va à nouveau pouvoir massacrer des schtroumpfs, et ça c'est un bon point. Ensuite, cette nouvelle accessibilité, en plus de permettre à des joueurs de découvrir comme jamais de nouveaux modes, permettra à la communauté modding de s'agrandir, de se diversifier et de se spécialiser. Par exemple, certains vont préférer créer des modes graphiques ou même des add-ons censés optimiser l'expérience. D'autres vont se tourner vers la création de patchs correctifs non officiels, et encore d'autres vont s'amuser à détourner l'entièreté d'un jeu pour en faire un autre. C'est absolument sans limite, et les forums et autres sites de conseils finissent submergés de discussions endiablées autour d'idées ou de concepts. De vraies petites usines / écoles de développement qui vont produire presque un tiers des jeux vidéo les plus influents de la planète. Dota, c'est un mode de Warcraft 3, et qui, à côté, fera forcément apparaître son némésis, League of Legends. Counter-Strike ou Team Fortress, on l'a vu eux aussi, c'est des modes. Garry's Mod, c'est dans le nom, hein, c'est un mode de Half-Life. Natural Selection 2, qui est certainement l'un des jeux les plus sous-cotés au monde, encore un Half-Life. Et je ne vous parle même pas de l'arc Bethesda et de ses modes. The Viking Peter, monstre qui vous insulte, ou allez soyons fous, coït avec druide sous forme d'ours. Non, attendez, j'ai rien dit, ça c'est dans Baldur's Gate 3 et c'est dans le vrai jeu. Bon, comme quoi certains studios n'ont pas besoin d'aide pour faire des trucs bizarres, enfin bref. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que le modding et son utilisation s'est rapidement ancré dans la culture gaming et qu'au total, ce sont des générations entières qui seront biberonnées à ça et ça sera absolument génial. Et maintenant que vous avez votre petit badge de scout spécialisation mode, on va pouvoir bifurquer sur l'histoire qui nous intéresse. Et félicitations cela dit pour votre petit badge. Je vous présente Dean Hall, un jeune néo-zélandais justement de cette génération modding et qui, on peut le dire, a entièrement baigné toute sa jeunesse dans cette fameuse bidouille-amour des jeux vidéo. Ça en arrive à un tel point que le bonhomme, à l'époque encore tout jeune adolescent, ira jusqu'à faire ses propres jeux sur sa Commodore Amiga car, je cite, les jeux auxquels il jouait ne proposaient pas ce qu'il voulait. Un vrai chat du gaming, en somme, qui malheureusement, parce que voilà la vie étant ce qu'elle est, ne suivra pas directement la voie à laquelle on pourrait s'attendre, hein. Celui-ci finissant par s'engager tout juste après le lycée dans la Royal Air Force néo-zélandaise,
pendant 5 ans. Une période pendant laquelle il découvre un univers qui ne lui déplaira pas, où il va apprendre beaucoup, mais aussi où Clutch spécial bourse militaire réussira à décrocher un diplôme universitaire. Diplôme qui lui permettra de retourner à sa première passion, les jeux vidéo. Dean quitte donc l'armée pour rejoindre un nouveau studio made in Nouvelle-Zélande, CD Interactive, endroit où il pourrait enfin vivre ce qu'il fait vibrer. Enfin, ça, c'est très certainement ce qu'il s'est dit au départ et il va vite se rendre compte qu'il y a un monde entre les attentes et la réalité. CD Interactive est loin, très loin d'être l'endroit le plus créatif au monde. Le studio bosse essentiellement sur des adaptations de films et les équipes se retrouvent à cravacher à la chaîne pour sortir des jeux presque en même temps que les films du même nom. C'est pas giga palpitant. Je dirais même que ça ressemble à une mise au placard pour quelqu'un qui souhaite s'épanouir dans le développement, ce qui sans trop de surprise va énormément frustrer Dean quand il se retrouvera à travailler sur la version Wii du futur film Speed Racer. C'est la douche froide pour le Kiwi qui va passer des années absolument abominables. Il n'aime pas ce qu'il fait, il n'aime pas spécialement le jeu. Côté perspective d'avenir ou ligne sur le CV, c'est assez limité et son seul plaisir c'est ce qu'il fait sur son temps libre. Des mods sur Arma 2, aka le Graal des simulations militaires, endroit où d'ailleurs le bonhomme se fait une petite réputation non sans lien avec ses capacités et ses connaissances acquises sur l'armée. Mais comme notre gars n'est pas du genre à subir, il finira par prendre une décision radicale, finir son projet Vroom Vroom qui sortira courant en 2008, puis retourner dans l'armée. Oui, bon, c'est vrai qu'à ce stade, ça ressemble à un gag moyennement drôle. Sauf que cette fois-ci, le destin va s'en mêler en lui donnant un petit coup de pouce, si on peut appeler ça comme ça. Puisqu'alors que Dean est en train de vivre sa meilleure vie entre le modding d'Arma 2, grâce auquel il se rapproche d'ailleurs beaucoup du studio derrière, et la découverte d'un nouveau corps armé, ce qui lui sert à nouveau pour aiguiser ses mods, il optimise, le mec. Le développeur en herbe se retrouve la tête la première dans un programme d'échange avec l'armée de Singapour qui, summum du fun, l'envoie en stage de survie dans la jungle de Brunei. Un endroit où, après une mauvaise gestion de ses vivres, il va littéralement mourir de faim et de soif pendant 30 jours. Il en sortira en sous-nutrition, complètement déshydraté, une vingtaine de kilos en moins, et avec en bonus une dysenterie, plus passage sur le billard. And so I used up most of my food then and completely run out of food and had no food at all for the remaining components. And I ended up eating like leaves and berries and stuff that I could find, and I just got progressively more and more hungry. My hair started falling out, my nails turned yellow, and it was after that, like, that whole experience really changed me, and I knew exactly kind of what... C'est un énorme traumatisme pour lui, autant physique que moral, mais qui, à défaut de lui imposer une longue convalescence, va lui donner une idée. Lui qui a totalement dégusté, qui a dû mentalement accepter le pire, ne pourrait-il pas faire en sorte de reproduire ou du moins imiter toutes ces sensations par l'intermédiaire d'une simulation? L'idée n'est pas de remplacer l'entraînement, vu qu'il est indispensable, mais plutôt de produire un complément permettant aux soldats de découvrir en amont et de se préparer émotionnellement aux situations qu'ils pourraient et qu'ils vont rencontrer, et donc être plus aptes à les encaisser sur le plan psychologique une fois que ça arriverait. Une simulation émotionnelle et technique imaginée et mise en place par un homme ayant subi par 3 fois les formations d'officier, et en plus ayant les capacités d'en encadrer la création tant il croque de l'Arma 2 tous les matins. Et c'est exactement ce qu'il va proposer à l'armée néo-zélandaise. Oh, well, there were a bunch of people in the army who were like, wow, this is something we want to be doing. But then there were other people, like the armies are so slow to change. They don't change unless they need to. So, and unfortunately, I tend to find unless some colonel comes up with the decision himself, he's probably not going to run with it. Le projet va traîner longtemps. Très longtemps, trop longtemps. Et finalement, Dean en aura vraiment marre. Tellement marre d'ailleurs qu'il nous fera ce que Dean sait faire de mieux, tout lâcher pour se lancer dans ce qu'il fait vibrer. Et ça tombe plutôt bien, parce que maintenant, il sait qui contacter, un studio avec qui il entretenait de très bonnes relations et qui avait déjà remarqué et sollicité le soldat entre-temps. Bohemia Interactive, le studio derrière les Arma. Vous savez, la fameuse franchise où Dean passe son temps à faire des mods. I decided, after that I kind of said, okay, these are the things I want to do. I don't really care if I make a lot of money. I just want to make the kind of games that I like, even if, that's going to screw up my career. So I ended up, I ended up going to the Czech Republic. I hadn't even talked to Bohemia Interactive, through the phone. They just said over Skype, hey, turn up and you can work on Arma 3. So. Nice.
Et c'est un nouvel événement clé pour lui, il peut maintenant voir à l'œuvre des vétérans de la simulation militaire en action, apprendre de leur expertise et travailler directement sur la suite d'Arma 2, Arma 3. Encore mieux, il a négocié en amont de pouvoir continuer à développer ses propres modes, y compris celui qu'il avait tenté de vendre à l'armée néo-zélandaise. C'est un quintet gagnant pour lui et à partir de ce point, il va sans trop en parler à ses collègues, consacrer plus d'1 an à ce mode qui, maintenant, grâce au conseil de son frère, est rempli de zombies. Parce qu'après tout, une simulation de survie hardcore, c'est décidément pas assez difficile. En bref, il est en train de plancher sur un mode pour les dominer tous. Nous sommes le 18 avril 2012 et après 1 an de travail acharné, un zombie RPG est discrètement posté sur le forum d'Arma 2. Il s'agit d'un projet personnel et non officiel. La graine semée dans la jungle de Brunei commence à germer. Daisy était là et son ascension allait être spectaculaire. This Daisy, I keep hearing people talk about this Daisy. I'm Daisy. The creator of the popular mod DayZ for Arma 2 Is Dean Hall, who's showing Daisy. Une centaine, un millier, 75 000, 420 000, 900 000, 1 million, non, ce n'est pas le nombre d'épisodes du très sulfureux deal Activision Microsoft contre Sony, mais bien le nombre de joueurs qui se sont rués sur le mode pourtant très buggé en à peine 3 mois. 90 jours, c'est ce qu'il aura fallu à Daisy pour faire exploser tous les compteurs d'un Arma 2 en fin de vie. Arma 3 était censé sortir en 2013, mais pourtant, et entre-temps, Rocket, le pseudo de Dean, a fait bondir les ventes d'Arma 2 de 500%. Plusieurs centaines de milliers de copies écoulées et autant de nouveaux joueurs. C'est de la pure folie et certains sites tels que Amazon doivent même suspendre leurs ventes face à la demande gigantesque. Le néo-zélandais a réussi à vendre par palettes entières une simulation de combat ultra réaliste à des joueurs lambda, sans aucune expérience ou attrait pour ce genre et surtout sans que son studio ne soit impliqué là-dedans. Tout ça pour un mode. C'est un véritable coup de maître et cette fois-ci, le succès est tout sauf le fruit du hasard. Dans Daisy, les joueurs découvrent le monde post-apo dont ils ont toujours rêvé. Une map immense de 225 km² à partager avec une centaine de joueurs, une foule de zombies, une ribambelle d'armes et de véhicules dispersés un petit peu partout aux spécificités plus que réalistes. Coucou Arma 2. Une ambiance mi-angoissante, mi-émerveillante, sublimée par le système de survie imaginé par Dean et son nombre vertigineux de possibilités. Faim, soif, température, hygiène, tout est calculé et mis à jour pour devenir un piège aussi mortel que les zombies eux-mêmes. Vous ne faites pas attention à ce que vous mangez ou au fait d'être trempé après une bonne pluie et bam, vous êtes malade. Ce qui faute de soins vous affaiblit très lentement et fait de vous une proie facile pour les autres joueurs attirés par le butin de votre cadavre ambulant ou pour les zombies. Vous vous blessez après une mauvaise chute ou un petit combat au couteau. Même combat, si vous ne bandez pas ça rapidement, vous allez simplement vous vider de votre sang jusqu'à en mourir. Et même si vous le faites, vous aurez certainement besoin de médicaments et de nourriture pour vous remettre sur pied. Ce qui va vous pousser forcément à vous rendre dans des zones plus dangereuses pour subvenir à vos besoins et donc réduira encore plus vos chances de survie. Chose assez dramatique quand on sait que chaque mort est définitive, qu'elle nous fait perdre tout notre équipement qui tombe au sol, et qu'en plus on ne peut pas l'éviter en changeant de serveur, l'univers étant persistant, chaque serveur est relié à un serveur central rush. Si vous êtes mort sur le serveur 1, vous serez dans le même état sur le serveur 2, au même endroit et toujours en train de crever. Mais vous voulez savoir c'est quoi l'élément le plus beau dans l'histoire de Daisy ? Eh ben c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'histoire. Et c'est justement cette absence de narration couplée au système de persistance interserveur, de mort définitive et de côté très hardcore à tous les niveaux, comme par exemple le fait qu'on puisse pas se voir sur la carte ou voir les autres, ce qui par défaut fait de nous des gens perdus tant qu'on n'explore pas un petit peu, qui vont permettre aux joueurs de s'approprier l'univers comme jamais. Chaque partie, chaque rencontre, chaque session de jeu est tout à fait unique. Et c'est à partir de ça que des histoires de dingue vont commencer à naître petit à petit auprès des joueurs. Comme le docteur Westland, un médecin se déplaçant de serveur en serveur pour soigner les plus désespérés.
À l'opposé, on a aussi la veuve noire, une tueuse en série qui elle fait absolument l'inverse, c'est-à-dire elle appelle à l'aide avant de massacrer joyeusement les âmes un petit peu trop crédules. On a encore le culte des papas, une sorte de secte RP que l'on n'a pas vraiment envie de croiser parce que glorifie la mort et embarque des gens dans des scènes bien glauques. Bref, c'est simple, hein, la communauté adore se faire peur et même si la plupart des histoires partagées ne sont que des rumeurs ou des légendes tirées d'un micro-événement isolé, elles font leur travail. Des imitateurs apparaissent, des variantes se développent et l'absence de narration finit par être son plus grand point fort, totalement comblé par l'imaginaire collectif et son côté un petit peu tordu aussi. Hey dude. Friendly? Pour vous dire, c'est si poussé et ancré que entre les zombies, les rumeurs qui traînent et les joueurs, cannibales, bons samaritains, voleurs, traites, etc., la plupart des survivants développeront ce que l'on pourrait décrire comme une paranoïa aiguë une fois en jeu. On a toujours cette impression d'être suivi, d'être épié, et on finit même par avoir peur de notre propre ombre. Le mode avait réussi à transformer l'imagination des joueurs et des joueuses en leur pire ennemi. DayZ a déjà retourné le game, et c'est assez facile de comprendre pourquoi. Ça fait à peine quelques mois qu'il est là, et il est déjà considéré comme la référence d'un nouveau genre. Le mode est gratifié du titre de mode de l'année, alors que Dean se voit offrir une sacrée promotion. Il est devenu chef de projet pour la version standalone de DayZ, une version qui, entre les retards, les développeurs arrêtés en Grèce pour espionnage, et Dean, qui par des mois entiers en début de projet pour gravir l'Everest, aura bien du mal à sortir. Mais peu importe, parce qu'à ce moment-là, c'est une toute nouvelle ère qui s'ouvre aux joueurs. DayZ, ce petit mode, venait de poser les bases d'une toute nouvelle manière de s'amuser. Des bases qui serviront et inspireront de nombreux autres titres, dont certains deviendront à leur tour complètement cultes, ou de simples clones pas très bien conçus. À ce stade, c'est déjà beaucoup, et on pourrait presque dire que ça suffirait pour affirmer que ce mode a bouleversé l'industrie. Ce qui est une chose totalement vraie, parce qu'à partir de ce moment-là, les survival/sandbox ne seront plus jamais les mêmes. Et là, techniquement, je pourrais vous faire une très belle fin. Vous dire comment le standalone est arrivé, tout ce qu'il a apporté en négatif et en positif, malgré des débuts où il s'est littéralement fracassé, et comment le jeu continue de fonctionner même encore aujourd'hui. Ça pourrait vraiment être la fin de cette vidéo. Cependant, eh bien c'est loin d'être tout ce que va rapporter le mode en cette délicieuse année de fin du monde 2012. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de l'effet domino? Bah il arrive. C'est un événement comme Hunger Games. C'est free for all, si vous avez vu le film, je savais ce que c'est. Survivre sur une île sur DayZ. Where are we going? Just run straight up the hill. Go. Oh, good luck. I love you all. Yeah, he's down to 2,000 blood, so he's starting to get to a dangerously low level. And down he goes. So badass. We knew the whole time we were gonna win, though. We knew the whole time we were gonna win, right? Ce que vous venez de voir, c'est le début de ce qu'on pourrait décrire comme une modception. Des modes nés à travers d'autres modes et qui vont s'incruster dans ces mêmes modes. Parce que si certes en 2012 le soleil rayonnait effectivement sur DayZ pour son aspect survival, sandbox et communautaire, c'est aussi l'endroit qui verra apparaître les premiers Survivor Game Z. Un événement imaginé par des passionnés du mode DayZ dans lequel 16 équipes de 2 sont réunies et doivent combattre becs et ongles pour survivre contre les zombies, l'environnement et les autres joueurs. Le tout avec une zone qui rétrécit de plus en plus pour les pousser à s'entretuer. Est-ce que je viens de vous décrire un mode Battle Royale ? Oui, totalement. Sauf qu'ici, c'est en version hardcore. On peut mourir de froid, de faim, de maladie et de modérateurs qui te poursuivent si tu sors de la zone. Attends. T'es en train de me dire que le DayZ, là, le mode originel sur Arma 2, ça a été le berceau du Battle Royale moderne? Alors techniquement, oui, avec des pincettes, il a clairement fait sa part, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Au moment des faits, Hunger Games vient tout juste de sortir au cinéma. Les gens se replongent ou découvrent le banger tiré des œuvres de Koshun Takami, Battle Royale. Et beaucoup de modeurs tentent leur chance sur ce thème bien précis. Je pense notamment à Minecraft, toujours lui, et son survival game, apparu à peine un mois après la sortie du film. Pourtant, ce sont bien les Survivor Game Z de DayZ qui seront le déclic vis-à-vis des shooters, en montrant que c'est possible à faire, que le mode DayZ s'y prête à merveille et qu'en plus c'est incroyable à regarder. Certaines éditions allant jusqu'à détrôner Dota 2 sur Twitch. Ouais,
j'ai bien dit à regarder l'événement, hein. Le mode du mode étant uniquement dédié aux streamers de plus de 17 ans capables de diffuser leur participation en live. Et même en remplissant ces conditions, rien ne garantissait que vous seriez retenu ou passeriez les poules de qualification. C'est donc très difficile et ça va en frustrer beaucoup. Peut-être même plus que d'autres. Comme par exemple ce monsieur-là qui, exaspéré de ne pas pouvoir participer au Survivor Game Z, jurera de faire sa propre version en mieux. Une version qu'il va réaliser d'ailleurs et va nommer sobrement Battle Royale. I'd seen the Survivor Games, which was an event run on the DayZ mod, and I'd seen that and kind of went, okay, I like this idea, but I can't play it because it's streamers only, and I saw some things that I thought I could improve, so that's when I set out to make Battle Royale, because it was a game I wanted to make, or a game I wanted to play, right? I loved the DayZ and I loved the PvP element of that, and compressing it into like a short, like 50 or 40 minute round, I thought, okay, this is what I want to play. So that's... Et si j'insiste en vous montrant cette séquence bien particulière, c'est parce que cette personne, il y a de très grandes chances que vous la connaissiez aussi. En fait, c'est même sûr que son pseudo vous dise quelque chose et pour cause, ce joueur frustré de ne pas pouvoir profiter de sa session DayZ sur Survivor Game Z, ce n'est autre que Brendan Green, aussi connu sous le nom de Player Unknown, aka futur conseiller sur HRZ1 et futur papa de PUBG. C'est bon, vous visualisez un petit peu mieux l'image des dominos qui tombent un à un? Bon, bah, on y est, et je crois que la suite, vous la connaissez déjà. Et voilà comment se clôture notre vidéo sur l'histoire un petit peu folle de ce mode qui, à défaut d'être né des divagations d'un homme affamé et complètement déshydraté au fin fond de la jungle, est devenu l'un des pionniers qui a influencé pendant plus d'une décennie une grande partie de l'industrie. Alors, certes, il n'a pas fait ça tout seul non plus, hein, faut pas déconner, mais il n'en est pas moins une base solide. Et même s'il n'a pas tout inventé dans ce qu'il proposait, il n'en demeure pas moins celui qui a joué un rôle clé dans sa popularisation, que ce soit dans le mélange maintenant très connu de PvP, PvE, Survival, Open World, ou bien dans les Battle Royale. Et si par hasard vous vous demandiez comment va DayZ, eh bien figurez-vous qu'il va très bien aujourd'hui. Nous sommes dans cette vidéo en 2023 et après des années d'un early access aussi chaotique que décevant et pendant lesquels le jeu a vraiment failli mourir en termes de population, DayZ a finalement repris du poil de la bête et depuis sa sortie officielle en décembre 2018, le jeu de Bohemia Interactive est dans le vert. Les mises à jour s'enchaînent et proposent toujours plus à des joueurs de plus en plus nombreux. 4 millions de nouveaux comptes rien que pour 2022, ce qui après 10 ans d'existence, dont la moitié en early access, permet à DayZ de s'installer confortablement dans le top des jeux les plus joués de Steam. Ce qui n'a rien d'étonnant, hein, au vu de la masterclass qu'est devenu le jeu. C'est une version plus du mode original, et c'est pas trop tôt parce que vraiment il revient de loin, hein, je vous remets les stats de l'Early Access au cas où, et où, cerise sur le gâteau, la communauté peut encore et toujours se régaler avec ses propres mods. La boucle est bouclée, quoi. Quant à Dean, le maestro, l'initiateur de toute cette aventure improbable, sachez qu'il a quitté le navire début 2014, se comparant à l'époque à une grenade. Très bon pour prendre des risques, très bon pour performer, un mix désastreux pour le projet d'après lui. Perso, je pense surtout qu'il a vite vu que les responsables de Bohemia Interactive pouvaient faire de sa vie un enfer, donc il a préféré toucher le chèque, devenir riche, rentrer en Nouvelle-Zélande et fonder son propre studio pour vivre sa meilleure vie, chose qu'on lui pardonne totalement, parce qu'aux dernières nouvelles, Dean offre des congés illimités à ses 40 employés tant que le travail est fait, et en plus, il râle sur la hausse des prix des jeux. Et ça, c'est tchad, hein. Ça, j'arrête pas de vous le dire. Quant à la morale de l'histoire, je pense qu'elle est quand même assez limpide. Les mods ont eu et auront toujours un rôle très particulier et très important dans les jeux vidéo. Ce sont à la fois les moteurs et les anomalies qui alimentent et brisent inlassablement nos petites routines de gaming. C'est la confirmation d'une réalité qu'on a tendance à oublier et qui dit que le fait par et pour les joueurs est souvent bien plus prometteur et amusant que certains projets un petit peu random pourtant dopés à plusieurs dizaines de millions de dollars. Alors oui, c'est souvent buggé, et ça peut nous péter entre les mains au moindre retour Windows ou manipulation, mais bon, techniquement, les AAA, hein, qu'on se mette d'accord, ils font exactement la même chose aujourd'hui. Finalement, c'est pas si grave que ça. Ça, bon, je vous laisse en juger en commentaire. Après, je dis ça, je dis rien, mais à défaut de nous faire des jeux en kit avec des patchs de 120 Go Day One, ce serait peut-être quand même exceptionnel que les studios et les éditeurs recommencent à faire un peu plus d'efforts pour transmettre des outils de modding. Non, parce que si la communauté a toujours 3 coups d'avance sur ce qui va marcher, faudrait peut-être lui laisser sa chance et arrêter de verrouiller toujours plus ses produits.
Modding's always been something I'm really interested in because it brings real like creativity. Look at the biggest games in the last 10, 15 years, like CSGO, Dota, League almost, and like these all come from mods, you know, and they all come from people that are not like limited by either an exec level or people telling them this is the game you have to make. You can do a lot more creative stuff when you don't have a boss, and even to an extent you don't have an audience. So yeah, they're making a game they want to play themselves, and they've released, you know, now we have some of the biggest games in the world thanks to just modders, you know, which I think speaks volumes about how powerful modding can be. We had another question. N'oubliez pas que Mamie n'est pas comprise dans les 5 fruits et légumes quotidiens, c'était Ico. Ciao. N'oubliez pas d'utiliser les liens en description pour essayer Wondershare Filmora ou télécharger son application mobile pour commencer à monter vos vidéos facilement dès maintenant.